le thème de cette quatrième session, c'est celui des héritages. Alors s'il y a bien un mot qui est extrêmement intéressant quand on essaye de le rapprocher de la période du Second Empire, c'est celui de l'héritage précisément, puisque cette question est une question historiographique majeure qui a suscité, comme vous l'imaginez et comme vous le savez, bon nombre de débats, de publications, avec parfois des positions qui étaient à la fois des positions savantes, mais aussi des positions militantes. Donc on a eu par exemple des rencontres autour des notions de faut-il réhabiliter le Second Empire, mais aussi sur des mots qui étaient peut-être moins militants, comme faut-il tout simplement réévaluer le Second Empire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors les différentes communications que nous avons cet après-midi, évidemment, ne permettront pas de répondre à toute cette problématique, mais enfin, on peut se réjouir malgré tout que ça ouvre un débat, une discussion sur précisément ce que, d'un point de vue historiographique, et peut-être parfois un peu plus que l'historiographie, le Second Empire peut représenter dans ce qu'on a pris l'habitude d'appeler le roman ou le récit national. Comment on intègre cette période? Qu'est-ce qu'il en reste entre légende noire et légende dorée? On pourrait le dire également. Et donc j'ai plaisir à accueillir pour en parler déjà dans une première communication Jean-François Chanet, qui est un historien du XIXe siècle, qui a fait sa thèse avec Maurice Agulon, ce qui est un point qui nous rassemble évidemment, qui a été professeur dans différentes universités et à l'Institut d'études politiques de Paris, et qui depuis 2014 est recteur de l'Académie de Besançon et, si mes sources sont bonnes, de la région académique Bourgogne-Franche-Comté. C'est un spécialiste, alors sa thèse portait, je le rappelle quand même, parce que c'est un ouvrage qui a fait date, sur les petites patries et l'école républicaine. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que le sentiment national, comment est-il véhiculé, mais aussi les appartenances aux petites patries au sein de l'école républicaine. Depuis, il s'est intéressé à beaucoup d'autres domaines, comme les idées de nation, les faits libres également, les notions d'engagement, la guerre, toutes choses sur lesquelles il a publié. Et je lui laisse maintenant la parole, puisque précisément je viens d'évoquer la guerre. Le titre de sa communication est « Le régime renversé au moment où il devenait utile, point d'interrogation ». Le Second Empire et la guerre de 1870-71. Jean-François, je t'en prie. Merci, Monsieur le Président, cher Jean-Claude. Ce titre mérite évidemment explication. Peut-être, sans doute, se trouve-t-il dans la salle quelques lecteurs et lectrices d'Anatole France qui ont en mémoire le chapitre sur lequel s'ouvre Le mannequin d'Osier, la deuxième des 4 parties de son histoire contemporaine, où le personnage principal de ce cycle romanesque, M. Bergeret, professeur de latin, reçoit la visite d'un ami italien, le commandeur Aspertini, qui engage avec lui une discussion sur la guerre et la gloire des vaincus. Et cette discussion, supposée se dérouler en pleine affaire Dreyfus, se concentre bientôt sur la guerre de 1870. Permettez-moi de citer brièvement le passage auquel j'emprunte mon titre. La France, en 1870, déclare donc le commandeur Aspertini, s'est inspirée des plus nobles sentiments. Mais raisonnablement, elle devait négocier, après les premiers revers, honorables pour elle. Elle avait un gouvernement qui pouvait et devait assumer cette tâche, et qui l'aurait accomplie dans les conditions les moins mauvaises qu'on pût désormais espérer. Le bon sens était de tirer de lui ce dernier service avant de s'en défaire. On agit au rebours. Ce gouvernement qu'elle supportait depuis 20 ans, la France eut l'idée peu réfléchie de le renverser au moment où il lui devenait utile, et d'y substituer un autre gouvernement qui, ne se faisant point solidaire du premier, devait recommencer la guerre sans apporter de nouvelles forces. » Fin de citation. Il n'est certes pas indifférent qu'Anatole France ait prêté ses propos à un Italien, qui revendique comme le premier rare des vaincus celui de rendre un désastre admirable et d'en tirer tout l'honneur militaire qu'il peut donner. Ces considérations m'ont paru en somme assez en harmonie avec l'esprit dans lequel a été conçu un colloque portant le titre que vous savez, lui-même emprunté à Flaubert. Mais les normes flaubertiens n'évoquent pas seulement le spectaculaire sur lequel l'exposition met l'accent, ils suggèrent aussi, sur le mode plaisant, qu'il n'est plus temps de se demander pourquoi réhabiliter le Second Empire. Vous voyez que ces remarques font immédiatement écho à celles de notre président de séance. Pourquoi réhabiliter le Second Empire, comme se le demandaient encore il y a 11 ans les participants au colloque organisé sous ce titre. Certains ici s'en souviennent. Pour Maurice Agulon,
notre regretté maître commun, qui en faisait partie, la question aurait dû être plutôt « faut-il réhabiliter le Second Empire ?» et la réponse n'allait pas de soi. À ses yeux, le problème majeur restait celui du coup d'État. Arnaud-Dominique Hout en a traité hier et je n'y reviens pas. Qu'il me soit cependant permis de m'arrêter un instant et sur la question et sur la réponse. S'il est admis qu'il n'y a plus de problème majeur et même plus de problème du tout, quelle place faire dans l'histoire d'un régime qu'il n'est plus besoin de réhabiliter à l'une des guerres les plus absurdes et les plus malheureuses de notre histoire, quels qu'aient été les efforts pour le faire oublier. Je propose de réexaminer rapidement et sans la moindre originalité les motifs et les buts de cette guerre. Pourquoi en un seul mot et pourquoi en deux mots la guerre, selon la formulation proposée par Antoine Pro et Jay Winter dans leur essai désormais classique sur l'historiographie du premier conflit mondial, puis la préparation et la conduite de la campagne, et enfin la situation politique créée par la défaite de Sedan. La guerre est déclarée par la France à la Prusse le 19 juillet 1870, guerre entre deux États donc, et c'est pourquoi il n'est pas abusif de la désigner comme franco-prussienne, ce qui invite à comparer les intérêts que les deux belligérants pouvaient avoir à son déclenchement. Le besoin que Bismarck avait de la guerre est bien connu. Il s'inscrit dans la continuité de sa politique depuis que le roi Guillaume avait fait appel à lui pour sortir de la crise constitutionnelle où il était enfermé en raison de l'opposition parlementaire à la réforme militaire du maréchal von Roon en 1862. La guerre victorieuse de la Prusse contre l'Autriche en 1866 avait laissé l'Allemagne divisée, puisque la Confédération de l'Allemagne du Nord, à laquelle elle avait donné naissance, n'incluait pas les États du Sud. Il s'agissait donc d'achever l'unité sous l'autorité de la Prusse et contre un ennemi commun, celui-là même qui, sous le règne du premier Napoléon, avait jeté à bas le vieil empire romain germanique. Il y fallait une condition, que la Prusse fût agressée, condition susceptible à la fois d'aviver le sentiment national et de justifier la neutralité des autres États européens. La candidature d'un prince Hohenzollern au trône d'Espagne a été le premier instrument de cette politique, vous le savez, mais il n'a pas suffi. Le 12 juillet, le prince Léopold a formellement renoncé, et c'était là, pour la diplomatie française, un succès assez net pour écarter la menace de guerre, donc sortir du piège tendu par Bismarck. Le chef-d'œuvre de manipulation bien connu sous le nom de dépêche d'Ems a retourné la situation en rendant humiliante pour la France la réponse faite par le roi Guillaume à l'ambassadeur Benedetti dans la ville d'Eau où il était venu la solliciter. On peut donc dire, comme Éric Bonhomme dans son introduction à sa précieuse édition des procès-verbaux des séances des comités secrets du Parlement tenues durant la guerre, que Bismarck a pris sciemment le risque de la guerre. Mais Napoléon III en a pris, lui, la responsabilité. Plusieurs considérations peuvent expliquer cette décision. Le poids des héritages du Premier Empire, la volonté jamais abandonnée de revenir sur la situation faite à la France à la suite de Waterloo, l'ambition aussi affichée dès les premières années du règne et la guerre de Crimée de s'imposer comme le garant de l'équilibre européen, désormais menacé par la montée en puissance de la Prusse, ce qui pouvait nourrir l'espoir de voir d'autres États, et pourquoi pas l'Autriche, le rejoindre dans cette lutte. Les raisons les plus décisives viennent pourtant de la situation politique intérieure, et cela peut sembler paradoxal. Le plébiscite du 8 mai, triomphal, avait en effet paru refonder la légitimité du souverain et consolider pour longtemps son régime devenu libéral. Mais la contradiction intime de ce régime dynastique appuyé sur le consentement populaire le condamnait à ne tirer qu'en apparence du suffrage universel son principe essentiel de continuité. La dégradation de l'état de santé de l'empereur incitait à penser peut-être moins à lui qu'à son successeur, le prince impérial, âgé alors de 14 ans. Devant l'agitation persistante de la rue parisienne,
que la famille et la cour impériale savaient cocardières, la tentation était forte d'aller chercher le regain de prestige dont elles éprouvaient le besoin sur les champs de bataille plutôt que dans les urnes. Cela supposait un degré de confiance dans la préparation militaire du pays qui justifia d'aventurer, pour un motif d'honneur, comme on l'aurait fait dans un duel, la stabilité apparemment promise au soir du 8 mai. La brièveté frappante de la crise et la trop célèbre réponse du maréchal Leboeuf à Thiers le 15 juillet le confirment. On se croyait prêt, archi prêt, ou, pour le dire avec les mots d'Edmond Lepelletier dans son commentaire de la débâcle de Zola, la légende du troupier français éternellement et comme fatalement invincible emporta toute évaluation sérieuse de l'état réel de l'armée. C'est le deuxième point qu'il convient d'aborder à présent. Aux premières pages du volume de ses mémoires inédits, que j'ai pu consulter grâce à l'obligeance de M. Patrick de Miribel, et je l'en remercie vivement, le maréchal de MacMahon, alors gouverneur général de l'Algérie, rapporte que le chef de son bureau politique, le colonel Grélé, directeur général des affaires indigènes, est arrivé à Alger le 12 juillet, porteur de l'ordre d'embarquer immédiatement les troupes appelées à rentrer en campagne. Je cite le texte dicté dans sa retraite, après sa période de présidence de la République, par le maréchal de MacMahon. Avant son départ, l'empereur avait mandé près de lui le colonel Grélé et lui avait dit « Cette guerre ne sera pour le maréchal qu'une petite distraction. Il continuera à être gouverneur général de l'Algérie et sera remplacé temporairement par le général Durieux, son sous-gouverneur. Qu'il prenne ses dispositions dans la prévision d'un prompt retour à Alger. » Je ne sais, ajoute le maréchal, si l'empereur éprouvait réellement ce sentiment de confiance ou s'il ne parlait ainsi que pour assurer plus d'assurance, vous apprécierez la répétition, à l'armée. Quant à moi, je ne partageais pas ces illusions, et bien que je fusse alors loin de prévoir les malheurs qui allaient nous accabler, je pris mes dispositions comme si je ne devais point revenir en Algérie. Fin de citation. Sage précaution, mais lucidité rétrospective qu'il convient d'accueillir avec prudence. En 1870, l'illusion de la supériorité de l'armée française n'était pas propre à ceux qui la commandaient, mais largement répandue en Europe. La légende napoléonienne n'était pas vivante seulement dans les mémoires françaises, où deux conteurs lorrains, Erckmann et Chatrian, avaient du reste entrepris de la détruire en publiant leur histoire du conscrit de 1813 et sa suite, Waterloo, respectivement en 1864 et 1865. Cette légende napoléonienne entretenait en Europe la crainte d'une nation guerrière à laquelle sa révolution de 1789 et sa défaite de 1815 avaient donné de nouvelles raisons de l'être guerrière. C'est un complément à apporter à la justification du déclenchement de la guerre pour des motifs dynastiques, car le nom même de Bonaparte signifiait à la fois la guerre et la révolution. Et dès avant de devenir l'empereur, le prince-président avait su jouer de cette ambivalence, singulièrement au moment de l'expédition de Rome. Pour le dire autrement et en termes plus actuels, dans la décision de déclarer la guerre, la motivation dynastique s'accompagne d'un caractère populiste, et ce n'était pas là la moindre des raisons qu'avaient les États neutres de vouloir le rester. La France se retrouve donc seule, mais sûre de sa force. Même le maréchal Niel, qui aurait pu et dû davantage inquiéter l'échec de ses efforts pour faire adopter une réforme militaire précisément inspirée par la volonté d'être prêt à affronter la Prusse, même le maréchal Niel affirmait en 1869, en avril 1869, peu avant sa mort, et mort au mois d'août, « Si le moment de combattre venait, tout le monde serait prêt. » Son récent biographe, le colonel Stéphane Faudet, conclut, lui, à, je cite, « l'impréparation humaine, matérielle et doctrinale de l'armée française avant que n'éclate la guerre. » À peine installé à Washington, où il venait de prendre ses fonctions d'ambassadeur de France, Anatole Prévost-Paradol, en apprenant la déclaration de guerre, s'est suicidé le 20 juillet, à 41 ans, désespéré de n'avoir pu empêcher et d'être condamné à assister de loin au désastre qu'il voyait venir. Maurice Beaumont, dans son étude de 1975 sur la guerre de 1870,
sur la France de 1870 et le duc d'Aumale le considèrent, non sans raison, comme la première victime de la guerre franco-prussienne. Les premières défaites en Alsace et autour de Metz ont brutalement révélé l'insuffisante préparation et l'absence de véritable stratégie, la mauvaise qualité des communications et les faiblesses du commandement, incapable d'exploiter les situations favorables lorsqu'elles se sont présentées et d'arrêter l'invasion. Dans son ouvrage de 1989 sur la France dans la guerre, Stéphane Audouin-Rousseau a, notons-le, et par la suite, après lui, le regretté François Roth, avec nuance, plutôt tendance à valider ce que le discours du Gloria Victis a voulu accréditer dans les esprits. Les défaites du mois d'août, écrit Stéphane Audouin-Rousseau, sont des défaites du commandement. Et à la page suivante, le mythe de l'héroïsme des soldats de l'armée du Rhin correspond à une réalité. Fin de citation. Il importe ici de prendre la mesure de deux tendances contradictoires dans la France confrontée à une invasion imprévue et de deux effets structurants de ces tendances dans la mémoire de ce que Victor Hugo a désigné comme l'année terrible. Les défaites militaires accentuent la fragilité du pouvoir et la division politique. Le gouvernement d'Émile Ollivier ne résiste pas à l'annonce des défaites de Frechwiller et de Forbach. Ces revers, notait plaisamment Pierre de Lagorce, l'un des premiers historiens du régime, obligent à se souvenir de Charles Cousin Montauban, comte de Palikao, plus suspecté qu'honoré pour l'expédition de Chine, et qui avait été oublié dans la répartition des grands commandements. Mais son expérience politique n'était guère de nature à renforcer sa légitimité. Et cependant, les diverses nuances de l'opinion, ce que Barrès appellera durant la guerre suivante les familles spirituelles de la France, se trouvent toutes des raisons de défendre le pays envahi. La guerre, à la fois, exaspère les divisions entre Français et stimule tour à tour toutes les raisons de se battre en patriotes. C'est vrai plus encore en septembre qu'en août, et il faut y venir. Si la défaite et la captivité de l'empereur à Sedan ont précipité sa déchéance politique, sa déchéance militaire remonte en réalité au 12 août, lorsqu'il a dû céder au maréchal Bazaine le commandement en chef de ses troupes. La suite n'a guère besoin d'être racontée, le repli sur le camp de Châlons, l'indécision, le commandement laissé à MacMahon, le choix de porter assistance à Bazaine malgré l'interruption des communications avec lui, la marche erratique vers la nasse de Sedan. Il faut faire confiance aux poètes. Ils ont dit mieux que personne le traumatisme d'un désastre sans précédent. Le vieil Hugo, bien sûr, déjà cité, dans ce recueil où il poursuit la comparaison avec l'oncle, à charge pour le neveu, « France, voici le lieu hideux de ton histoire. Sedan, ce nom funèbre où tout vient s'éclipser, crache-le pour ne plus jamais le prononcer. » Et aussi le jeune Rimbaud, qui, après ses pérégrinations d'octobre dans les Ardennes belges, a fui vers Paris l'occupation de Charleville par les vainqueurs et ce qu'il a appelé dans son poème « Les Corbeaux », la défaite sans avenir. Ici, le commandeur Aspertini interviendrait sans doute pour faire observer qu'il n'y a pas, pour peu qu'on le veuille, de défaite sans avenir et que ce désespoir trahissait l'émotivité de la jeunesse. Le problème posé d'emblée à Sedan est celui du gouvernement, comme en témoigne l'épisode de Moltke demandant si l'épée qui lui est remise est celle de la France ou celle de l'empereur. Vaincu et captif, l'empereur ne se croit pas autorisé à disposer du sort de la France. À Paris, l'impératrice Eugénie, pour la troisième et dernière fois régente, au terme des lettres patentes du 23 juillet, après les épisodes de 1859 et 1865, n'est plus en mesure de diriger l'État. Au matin du 4 septembre, elle accepte avec difficulté de confier le pouvoir exécutif à un conseil de gouvernement dont elle désignerait les membres, avec Palikao comme lieutenant général. Mais le gouvernement lui-même, dès avant Sedan, ne représentait plus la majorité du corps législatif, où Jules Favre réclame la déchéance pure et simple. Parmi d'autres témoignages, la discussion en comité secret du 13 août, donc au lendemain de la remise du commandement en chef à Bazaine, où Emmanuel Arago avait déclaré « Il y a ici, monsieur le général comte de Palikao, qui est en face des ennemis de la France. Son devoir est de rester à son poste. Quant aux autres ministres, si la Chambre était de notre avis, ils pourraient se retirer. »
C'est, selon une tradition bien connue des acteurs, le peuple de Paris qui, dans la journée du 4, tranche la question. Sedan, pour l'empereur, sa maison et la Constitution de 1852, même atténuée depuis, Sedan est bien dans l'immédiat la défaite sans avenir. Il y a alors à la fois une majorité pour se débarrasser du régime qui a déclaré la guerre, une extrême variété des motifs de poursuivre la lutte et une incompatibilité potentiellement violente entre ceux qui sont prêts à verser leur sang pour défendre la France. Situation qu'on est naturellement porté à comparer à celle que la France a connue à la suite du désastre de 1940, comme l'a fait, non sans partialité, Daniel Halévy en 1941. La première hypothèse qu'inspire cette comparaison est qu'un pouvoir, même dynastique, qui ne renie pas la Révolution française et prétend tirer sa légitimité de l'exercice du droit de vote, ne peut guère résister à une grande défaite militaire, a fortiori s'il a pris la responsabilité d'engager les hostilités. Dans son grand livre « Russia Against Napoleon », Dominique Lieven souligne la différence entre le tsar Alexandre en 1812, qui a fui Moscou avant que son vainqueur le laisse fumant derrière lui, et Napoléon en 1814, même après une campagne de France plus qu'honorable. L'Italie du commandeur Aspertini représenterait à cet égard une position intermédiaire de transition qui a rendu possible l'abdication du roi de Piémont-Sardaigne, Charles Albert, en faveur de son fils Victor Emmanuel, au soir de la défaite de Novare en 1849. La spécificité de la situation française au 4 septembre est de ne trancher qu'une des deux questions posées depuis que Napoléon Bonaparte avait capté à son profit l'héritage de 89, celle du lien entre la monarchie et la guerre, et de laisser entière celle du lien entre la guerre et la Révolution. Il faut pour cela, vous le savez, attendre que se distingue de la République elle-même, telle qu'elle se caractérise à partir de ce jour, c'est-à-dire décider à poursuivre la guerre, mais non à consulter les Français, jusqu'à y être contrainte après avoir signé l'armistice du 26 janvier 1871. Attendre donc un troisième gouvernement possible, le gouvernement révolutionnaire, mais aussi patriote que révolutionnaire, celui de la Commune de Paris. Au début de ses souvenirs de la Commune, un autre poète, Paul Verlaine, note à la date du 18 mars, à propos du convoi funèbre de Charles Hugo, sur lequel nous avons aussi le témoignage de son père, que dans le cortège, je cite, « on en voulait surtout à ces malheureux curés, aussi à ces infortunés capitulars de généraux, victimes encore plus que coupables d'une organisation militaire fantaisiste et confiante à l'excès, sous l'égide d'un tyran presque regrettable aujourd'hui. » Fin de citation. Capitular, c'est l'une des toutes premières occurrences du mot et il est resté un marqueur sur cette page de notre histoire militaire. Quant au tyran, le mot est lui-même entre guillemets dans le texte de Verlaine. La République, en somme, peut sans doute aujourd'hui lui reconnaître le mérite involontaire d'avoir été, bien plus que de pâles imitateurs ultérieurs comme le général Boulanger, le véritable fossoyeur de la monarchie en France. Les positions prises devant le vide créé par sa défaite et sa captivité, aussi bien par le comte de Chambord, qui n'avait pas abandonné tout espoir de refaire vers les Tuileries le chemin de son oncle, que par les princes d'Orléans, et particulièrement le duc d'Aumale, montrent qu'il n'était plus guère concevable d'assortir l'accès à la souveraineté de l'amputation du territoire national. C'était une nouveauté considérable, et qui a d'autant plus bénéficié à la République que Thiers a achevé le travail commencé par Cavaignac en juin 1848. Dans son Histoire de la guerre franco-allemande de 1908, Jean Jaurès met en relief à l'attention des lecteurs populaires de l'histoire socialiste de la France depuis 1789 qu'il dirigeait, les trois conséquences pour lui les plus funestes de la défaite. Avec la Commune de Paris, à l'inverse de ce qui s'était produit en 1792, la Révolution devient une suite malheureuse de la guerre. Mais comme en 1793-94, elle débouche sur la guerre civile. Et de façon significative, il a laissé à Louis Dubreuil le soin d'en administrer lui-même la démonstration.
La réforme militaire qu'il aurait fallu réaliser dans la logique de la mobilisation nationale telle que l'a tenté Gambetta n'est pas celle qui a été adoptée par l'Assemblée nationale conservatrice élue en 1871, bien au contraire. Plus encore que les enseignements de la défense nationale, ce sont ceux de la Commune qui ont inspiré l'adoption unanime en 1872, à un moment où tout le monde avait encore à l'esprit les débats sur le projet de réforme de Niel, d'une loi dont le but premier est l'encasernement des prolétaires. La guerre de 1870-71 a mis fin à l'illusion d'invincibilité que la légende napoléonienne avait entretenue, d'autant plus cruellement que la France n'était pas battue cette fois par la coalition de plusieurs puissances européennes, mais par une seule, à qui sa victoire a permis d'achever son unification. L'illusion restait si forte, cependant, que, contrairement aux propos malicieusement prêtés par Anatole France au commandeur Aspertini, un grand effort a été fait pour convaincre les Français qu'ils avaient été glorieux jusque dans la défaite, et pour qu'ils se croient désormais tenus de garder ce qu'Henri Contabine appelait la citadelle sentimentale de la revanche. Et peut-être peut-on penser, avec Jaurès, que l'un des plus déplorables effets de cette configuration mémorielle a été d'opposer un obstacle de principe à toute idée de réconciliation franco-allemande. Mais c'est une autre histoire que vous pourrez réexaminer, réévaluer lors de l'exposition qui sera organisée sur ce thème au Musée de l'Armée au printemps prochain. Je vous remercie. Merci Jean-François. Je passe tout de suite la parole à la salle. Bonjour. Je voulais vous poser une question sur la bataille elle-même. Dans les années qui ont suivi la défaite, la tragédie de Sedan, il y a l'idée qui s'est répandue que finalement l'Allemagne, c'est l'instituteur allemand qui avait gagné la guerre parce que eux, ils étaient allés à l'école, ils savaient lire et écrire, et que dans l'armée française, il y avait encore énormément d'analphabètes. Moi, je pense quand même que la discipline et le commandement allemand, ils sont pour beaucoup. Mais bon, on résumait un petit peu les choses en disant, bon, la Prusse a régné contre l'Autriche à Sadowa à cause de leur supériorité technique. La Prusse a gagné contre la France parce que les soldats français n'étaient pas allés à l'école. Est-ce que ça correspond à une réalité quelconque ? Alors, ça correspond à une réalité politique très importante. Ça a eu une grande portée politique. Mais j'attire votre attention sur le fait que cet argument, ce thème, précède la guerre. Il naît en fait au moment de la guerre victorieuse contre la Prusse, précisément, qui en France provoque des débats et une grande attention, inquiète. Et on a le compte-rendu très à la fois savoureux et instructif, comme souvent, par Anatole Claveau, rédacteur des procès-verbaux des séances du corps législatif. Dans ses souvenirs politiques et parlementaires d'un témoin, il rappelle un discours d'Hippolyte Carnot, ministre de l'Instruction publique en 1848, et évidemment qui avait pour aïeul le grand Carnot, sur ce thème. Prenons garde, c'est l'instituteur prussien. Il lance ce thème. Renan aussi le reprendra. Le texte est repris dans la Réforme intellectuelle et morale, mais il est antérieur à la guerre. Et Claveau, qui était donc en dessous de la tribune à rédiger, dit qu'il lui suffirait et le fusil à aiguille et le fusil à aiguille. Même si Moltke a reconnu la supériorité du chassepot, il n'y avait pas que le chassepot. Et l'artillerie allemande est reconnue supérieure, et d'une manière générale, comme vous l'avez dit très justement, l'organisation générale a été beaucoup plus efficace, beaucoup plus solide que l'organisation française, sans parler du problème des effectifs. Mais pour terminer sur ce point, qui est un point important, la véritable portée et du coup la réalité que crée ce thème, c'est un argument contre les catholiques. Cette instruction obligatoire, c'est celle d'un pays protestant et qui va servir d'argument en France à ceux qui disent, en effet, voyez, et donc un argument justificatif ensuite d'une politique de promotion de l'instruction obligatoire. Alors, on a aussi une question au fond de la salle.
Pardon, je voudrais citer une lettre qu'écrit Napoléon III le 18 janvier 1871. « Ce n'est pas une paix que nous fait l'empereur d'Allemagne, c'est nous tuer. C'est semer la haine au cœur du corps social à un moment où les intérêts de toutes les nations sont si imbriqués. Je ne crois pas que ce soit bon, même pour l'Allemagne. » Et la comtesse Mercier d'Argenteau va exposer ça à Bismarck à Versailles, et Bismarck lui répond sans doute narquoisement « Madame, je suis très honoré de votre visite, mais on ne fait pas la guerre avec des gants. » Au même moment, à Bordeaux, Victor Hugo dit « Pas de paix de vengeance », en résumé. « Pas de paix de vengeance, faisons les États-Unis d'Europe. » Et dernier point au sujet des instituteurs, très rapidement, je pense que la victoire du 11 novembre 1918, c'est la victoire de l'instituteur français qui encadre les paysans français qui ont passé leur certificat d'études. Merci. Est-ce que c'est bien vu? Merci à vous. Merci à vous. Vous me donnez quand même l'occasion, puisque a été très habilement et astucieusement utilisé Flaubert, de rappeler qu'il est l'un des très bons observateurs, comme souvent dans sa correspondance, de ce qui se passe pendant la guerre. Et il a ce commentaire, je crois que c'est dans une lettre à George Sand, où il prédit ce que va être l'esprit de revanche, et où il souligne que, bien que n'étant pas humanitaire lui-même, au sens des années 1840, eh bien, il voit qu'on va aller vers un temps où on va surarmer, où au-delà même du conflit franco-allemand, l'Europe va se mettre sous les armes. Et là, il y a vraiment une vision très, très lucide de la conséquence à longue portée de cette guerre, pourtant courte. Peut-on dire que la guerre de 1870 est une dernière guerre d'Ancien Régime? J'aurais tendance à me méfier un peu de ces formules. Ce qu'elle peut avoir, qui lui donne ce caractère, c'est effectivement l'importance de la question dynastique, des dynasties. Il y a eu la question du trône d'Espagne dans les causes de la guerre. Il y a les motivations dynastiques qui, lorsqu'on cherche quelles pouvaient être vraiment les raisons de se hasarder à cette aventure, ont pesé. Mais ce n'est pas ce qui met fin totalement au ressort, comment dire, aux fondements économiques et sociaux de l'Ancien Régime. On peut encore considérer que après la guerre de 70, c'était l'idée, par exemple, d'Arnaud Mayer, d'une partie de l'Europe, en tout cas, l'Ancien Régime demeure. Et on pourrait dire que, par exemple, la guerre russo-turque à la fin des années 70 est encore, à cet égard, une guerre d'Ancien Régime. Tout dépend de ce que l'on entend, vous voyez, par Ancien Régime. Si on met l'accent, pour l'Europe occidentale, sur l'aspect dynastique, alors effectivement, pour la France en tout cas, pour la France, c'est la dernière. Oui, on peut dire ça. Mais le fait aussi que ce n'est pas la population tout entière qui a été mobilisée, à la différence de 14. Oui, absolument. Il y a une guerre d'Ancien Régime, comme c'est quand même, j'allais presque Oui. dire, une guerre de... Mais l'armée... Mais pas complètement. Pas complètement. Parce que l'armée du XIXe siècle n'est pas seulement une armée de professionnels. Hein. C'est une armée composite dans laquelle il y a une part qui relève du tirage au sort. Quand même, il y a une part de conscription. C'est une armée à la fois de volontariat et de service long pour ceux qui sont tombés au sort, comme on disait, et qui n'avaient pas les moyens de se payer un remplaçant. Et puis très vite, devant les désastres, l'armée se renouvelle, et alors là, sa composition est beaucoup plus un reflet de la diversité de la société.